Bonjour Jean-Pierre Chevènement. Bonjour. Si l'expression homme d'État a été inventée, elle est pour vous. Vous avez été ministre de l'Éducation nationale, ministre de l'Industrie, ministre de la Défense. Vous avez fondé des partis politiques, vous avez accompagné l'histoire de la gauche. Vous portez une réflexion sur votre temps, sur cette France que vous avez depuis toujours dans votre cœur. Vous le racontez dans un livre, c'est 1500 pages intitulé « Passion de la France ». J'allais presque dire « Passion pour la France ». Oui, ce titre s'interprète de deux manières. C'est la passion que j'ai pour mon pays, mais c'est en même temps la passion au sens christique du terme, patérer, souffrir. C'est la souffrance de la France depuis 1939, l'année de ma naissance. C'est aussi la Deuxième Guerre mondiale, c'est la catastrophe qui fond sur la France et c'est toute la difficulté qu'il y a à la redresser. Oui, vous dites, on ne naît pas impunément en 1939. Vous naissez avec ce sentiment de la défaite en vous? Pas vraiment, puisque je suis né en mars 39. Donc la défaite, c'est juin 40. Juin 40, c'est les 3 maisons de ma grand-mère incendiées. C'est mon père à la guerre fait prisonnier et que je ne reverrai qu'à l'âge de 6 ans. C'est ma mère qui m'élève seule. Et c'est la présence oppressante de l'occupant, y compris dans l'école, ma mère était institutrice, où les Allemands occupaient le premier étage. Donc ma mère me disait que je ne devais rien accepter d'eux. Ils m'ont offert des oranges, j'ai outrepassé l'interdiction maternelle, je me suis aperçu que peut-être il n'était pas aussi mauvais qu'elle me le disait, puisque j'ai survécu à l'absorption de quelques quartiers d'orange. Oui. Mais voilà, mon enfance reste quand même très marquée par les souvenirs de l'occupation, de la résistance, de la libération, du retour de mon père, mais aussi ce sentiment poignant de catastrophe. Notre pays avait été rabaissé comme jamais dans son histoire. Et il allait falloir remonter la pente. Je crois que ça m'a aussi profondément motivé. Oui, vous vous dites au fond, l'engagement vous vient, vous êtes quasiment enfant, l'idée de servir la France? Je pensais qu'on ne pouvait pas faire quelque chose de plus noble que de servir son pays. Ça me paraissait aller de soi. Alors comment le faire? Il fallait trouver une petite clé. Et finalement, ce livre que je viens de publier est aussi l'histoire de mes tâtonnements précoces et de la tentative que j'ai faite de relever la France. D'abord avec la gauche, puis ensuite avec l'idée républicaine. L'idée républicaine avec toute son exigence, bien entendu, au-dessus de la droite et de la gauche telles qu'elles sont devenues, mais pour offrir au pays une véritable alternative. Oui, je dirais un mot là-dessus. Vous pensez à ce moment-là qu'on peut gravir, vous dites d'ailleurs, la montagne pour la France par la face gauche. C'est-à-dire qu'au fond, vous allez être un de ceux qui vont écrire le programme commun de gouvernement, le programme de la gauche, changer la vie pour François Mitterrand. Eh bien, je le pense parce que la gauche n'a pas été à la hauteur du défi que Hitler nous jetait. Elle était relativement divisée, c'était l'époque du Front populaire, puis ensuite elle a éclaté sous les coups de boutoir, notamment du pacte germano-soviétique, de Munich avant. Donc cette gauche-là, je voulais la transcender. Je pensais qu'on était arrivé au bout de cette rupture du congrès de Tours en 1920 et qu'on pourrait, avec une gauche unie, porter la France plus loin, un peu dans la tradition de la Révolution, plus loin même que ne l'avait porté le programme du Conseil national de la résistance. Il s'agissait de prolonger cet élan et de reconstruire à partir de la gauche, mais sans sectarisme, en cherchant à rassembler tous les Français de bonne foi, tous les citoyens qui pourraient se reconnaître dans un projet de redressement. Vous fondez le CRS avec Georges Sarr, finalement vous incarnez une image de la gauche moderne et souverainiste déjà quelque part? Déjà quelque part parce que nous ne voyons pas l'intérêt de déléguer notre souveraineté à des gens qui n'auraient de compte à rendre à personne. Donc le mot même souverainiste, je ne l'ai jamais revendiqué. Nous étions des républicains. Cela, c'est sûr, dès le départ. Et pour nous, la République, c'est la souveraineté populaire, bien sûr. C'est l'ensemble des citoyens qui exercent leur souveraineté
pour faire prévaloir les droits qui figurent déjà dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Donc c'est un ensemble de valeurs qui sont posées dès 1789, mais qu'il faut faire entrer dans la réalité. Et pour cela, le citoyen est le personnage central, le citoyen formé par l'école. C'est cela la République. Oui. Le citoyen qui exerce son jugement librement, hein, et dans un espace laïque, c'est-à-dire qu'il ne cherche pas à faire prévaloir un dogme, une révélation sur la recherche en commun de l'intérêt général. Oui. Vous admiriez Mendès France, mais vous avez aussi admiré le général de Gaulle. Vous avez été gaulliste quelque part. C'était mes deux héros d'adolescence. D'abord Mendès France, quand j'étais adolescent, puis de Gaulle quand j'ai vu qu'il était le seul à même de briser le nœud gordien qui était le problème algérien. Or, il fallait que la France s'en sorte. Et de Gaulle nous a évité une guerre civile. Il a affronté un problème très difficile, parce que le problème de l'Algérie était pratiquement insoluble pour la 4e République, et c'est à de Gaulle qu'on doit l'indépendance de l'Algérie, qui devait advenir, et la liberté recouvrée de la France pour faire une politique qui soit la sienne, entre les blocs qui témoignaient d'une imagination, d'une capacité créatrice que malheureusement, je crois, on a vu s'étioler après la mort du général de Gaulle. Pour moi, de Gaulle reste le grand homme d'État du XXe siècle. Oui. Vous participez évidemment à un gouvernement quand la gauche arrive au pouvoir, et vous êtes, parlez du général aussi, le ministre qui dit non. Vous êtes le ministre qui dit non à la participation des forces françaises dans l'invasion de l'Irak et qui démissionne. J'ai dit non à une guerre inutile, disproportionnée, qui avait été décidée dès le départ par George Bush père, Margaret Thatcher, et malheureusement par François Mitterrand qui s'y était associé, sans le dire à son ministre de la Défense. Donc j'ai cru pouvoir trouver une solution diplomatique, une solution pacifique, qui était d'ailleurs à portée, mais ça n'a pas été possible parce que les Américains avaient envoyé 500 000 hommes. Ils voulaient casser les reins de l'Irak avec les résultats qu'on voit aujourd'hui. Hein, ils ont détruit l'État irakien, son administration, sa police, son armée. Ils ont ouvert la voie à la guerre civile, à Al-Qaïda, Al-Daesh. Et je dirais que ce sont les portes de l'enfer qui se sont ouvertes. Cette boîte de Pandore, nous ne l'avons pas encore refermée. Oui, vous êtes aussi l'homme qui dit non à Maastricht, qui dit non à cette Europe-là, mais qui dit aussi il y a une autre Europe possible. Il y a une autre Europe faite avec les peuples, une Europe des nations associées, et naturellement ça se fait à la carte, ça se fait dans les domaines où effectivement les nations ont la volonté d'avancer. Ce serait beaucoup plus solide que cette construction fantomatique où on délègue tous les pouvoirs à une commission composée d'inconnus et qui nous impose des directives dont nous n'avons pas délibéré. Je pense par exemple à la dernière directive gaz qui vient d'être adoptée par la Commission européenne. Les Français ne savent absolument pas ce qu'il y a dedans et les parlementaires français non plus. Or, c'est une abdication de notre souveraineté. Oui, aujourd'hui, l'Europe n'arrive pas à s'entendre pour le retour de certains djihadistes français. C'est aussi la démonstration de ce que vous dites ? Je dirais que si ces djihadistes avaient pu être traités par les tribunaux des pays dans lesquels ils ont commis leur forfait, c'eût été préférable. Il semble que ce ne soit pas possible. Donc, il faudra bien leur réserver le sort qu'ils méritent. Hein. Donc, on ne peut pas faire autrement. S'il n'y a pas de tribunaux pour les juger, on ne peut pas les remettre en liberté. Oui. Il y a aujourd'hui des populismes partout dans cette Europe que vous dénoncez. Elle en est responsable ? Le responsable, c'est l'illusion qui fait qu'on a cru qu'on allait substituer à la France une Europe supranationale qui n'a pas de réalité parce qu'elle n'a pas de frontières, parce qu'elle n'a pas de patriotisme
propre. Le patriotisme européen n'existe pas. Quand vous consultez les gens sur leur sentiment d'appartenance, ils sont d'abord français ou allemands ou anglais ou italiens avant de se dire européens. Or, le sentiment d'appartenance est fondamental. C'est ce que beaucoup de gens n'ont pas compris. On accepte la loi de la majorité quand on est minoritaire. S'il y a un sentiment d'appartenance assez fort, il existe au niveau national, il n'existe pas au niveau européen. Donc l'Europe est une machine à produire des normes sur lesquelles, au fond, il n'y a pas de consensus véritable. C'est très fragile. Oui, aujourd'hui, on voit que même ce sentiment d'appartenance nationale, on voit le mouvement des Gilets jaunes, c'est diletté, quelque part est disparu. C'est qu'au fond, on n'accepte plus le système démocratique tel que la Ve République l'a institué, et qu'au fond, ce mouvement reflète un système qui vacille. Donc le problème est de restaurer le civisme, mais on ne peut pas restaurer le civisme si on ne reprend pas le contrôle de la souveraineté, du pouvoir. Parce que le respect qu'ont perdu les représentants de la nation aux yeux des citoyens vient en partie de ce qu'eux-mêmes ont abdiqué leur pouvoir. Et il faut leur rendre leur pouvoir, c'est ce que je propose, c'est qu'on revalorise la démocratie représentative, celle par laquelle les citoyens se sentent représentés par leurs députés. Je crois que cette revalorisation du Parlement est à la base de tout pour que les citoyens puissent à nouveau avoir confiance dans les députés qu'ils élisent. Je l'ai moi-même été pendant très longtemps, j'ai été parlementaire du territoire de Belfort pendant près de 40 ans. Je sais ce que c'est que la démocratie représentative, mais je sais aussi ce que c'est que faire la loi, je sais aussi ce qu'est expliquer le sens de la loi aux élèves des écoles, c'est l'éducation civique. Tout cela est à refaire. Mais nous avons à reconstruire un peuple de citoyens. On ne doit pas changer, réformer la Ve République, passer à la Sixième République ? Je crois que c'est un peu trop vite dit. Je pense qu'il faudrait peut-être s'interroger sur le fait de savoir si l'abolition du septennat, ou plutôt l'instauration du quinquennat, n'a pas été une erreur. Parce qu'on a corseté la démocratie d'une manière telle qu'il y a une élection, celle du président, dans la foulée celle des députés, et entre les deux, il n'y a plus rien. Je dirais que voilà, c'est un système qui ne respire pas. Donc je propose qu'on déconnecte à nouveau la durée du mandat présidentiel. Le président est le gardien du long terme, et la durée des mandats parlementaires, c'est au Parlement d'élaborer, de conduire les politiques en fonction des désirs de l'opinion qui peuvent être changeants. Oui, mais quelle réponse? On voit une montée de l'antisémitisme en France, une montée de la violence, des extrêmes. Quelle réponse républicaine? Eh bien, la réponse, c'est la République dans toute sa cohérence, dans toute son exigence. C'est l'école, c'est l'éducation, c'est la foi, à nouveau, des instituteurs dans le message qu'ils doivent transmettre. Et c'est évidemment aussi cette mentalité de service public qui doit exister dans les médias, dans les réseaux sociaux. Je ne sais pas faire, mais c'est une question qui est posée pour l'avenir. Nous avons à reconstruire la République. Oui, la reconstruire et au fond recréer cette unité. La laïcité, c'est un sujet auquel vous vous êtes évidemment intéressé de près, la place de l'islam en France, le problème du terrorisme, des menaces terroristes. Aujourd'hui, Jean-Pierre Chevènement, vous dites au fond, c'est la nation qui est la réponse? C'est la nation citoyenne que je distingue de la nation ethnique ou culturelle. C'est la nation comme communauté de citoyens, indépendamment de la confession catholique, musulmane, juive, protestante, peu importe, ou agnostique. Disons que la laïcité, c'est la compréhension de ce qu'est la citoyenneté. C'est qu'il y a un espace commun à tous les citoyens, où ils n'ont pas à imposer leurs dogmes, leurs révélations. Ils ont simplement à débattre de ce qu'est le bien public. Et ils sont armés de la raison naturelle, et ils sont naturellement formés par l'école pour être de bons citoyens. Alors ça, c'était le modèle classique. Il faut le restaurer, le mettre au goût du jour, pour réapprendre aux Français ce que la France signifie. Oui. La France, c'est une certaine réalité spirituelle. Oui. C'est-à-dire, vous dites au fond une réalité spirituelle. Vous dites au fond, il faut croire à la France? Il faut croire à la France et au message qu'elle transmet, qui est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Je pense que dans l'ordre intérieur, comme dans l'ordre international, la France doit signifier quelque chose. Oui,
mais elle doit signifier quelque chose. Par exemple, vous parlez d'Emmanuel Macron, vous dites l'Allemagne n'a pas saisi la possibilité qui était offerte par l'élection d'Emmanuel Macron. Et au fond, ce jeune président qui a dynamité les partis politiques traditionnels aurait tout pour vous plaire au départ. Alors, au départ, il fallait lui faire crédit. Disons que le pari qu'il a fait sur l'Allemagne n'a pas été payé de retour, puisque l'Allemagne n'a pas voulu d'une relance contracyclique à hauteur de plusieurs points de PIB qu'il avait proposé. Donc nous nous trouvons dans une situation d'immobilisme, du fait d'une Allemagne qui est devenue ingouvernable. Mme Merkel n'a pas voulu au départ, mais ne pourrait plus aujourd'hui répondre à la proposition d'Emmanuel Macron. Donc il faut sortir de là. Il faut remettre toutes les choses sur la table. Et je propose une grande conférence européenne pour revoir y compris les traités qui datent d'une époque où dominait le néolibéralisme. Rappelez-vous, l'acte unique, c'est le passeport pour le néolibéralisme. C'est la libération des mouvements de capitaux, sans même qu'on prenne la précaution d'harmoniser la fiscalité sur l'épargne. C'est une inégalité fondamentale entre le capital, qui peut circuler partout à la vitesse de la lumière, et puis le travail, qui est assigné au local. Prenez les ouvriers d'Alstom, eh bien, voilà, ils assistent aux restructurations du capital d'Alstom, vendu à General Electric, vendu à Siemens, enfin maintenant, il n'est plus vendu à Siemens, mais enfin, les ouvriers d'Alstom, eux, ils sont toujours là, et ils ne peuvent pas lutter à armes égales avec le capital mondialisé. Oui, vous dites au fond, Jean-Pierre Chevènement, la gauche, parce qu'évidemment c'est le sujet, a oublié, peut-être quelque part la nation, a oublié finalement ce lien très fort, l'a négligé. Et au fond, vous dites aujourd'hui, c'est l'ensemble des citoyens qui doivent se réapproprier cela. Il faut se réapproprier la nation. C'est une grande erreur de la laisser à Le Pen. Je pense qu'il faut faire triompher une autre conception de la nation, qui est la conception républicaine, la conception de la nation, de la communauté de citoyens, tous à égalité de droits et de devoirs. Mais ça, ce n'est pas la conception de l'extrême droite, ce n'est pas la conception ethnique ou ethnico-culturelle. Et je crois que c'est en retrouvant ce logiciel profond que la gauche peut rompre avec le néolibéralisme, fermer le cycle de néolibéralisme et retrouver un sens aux yeux des Français. Oui. Mais aujourd'hui, je m'adresse à tous les Français parce que je pense que c'est une réaction républicaine qui nous est nécessaire. C'est un sursaut républicain auquel on doit convier le pays pour faire reculer l'extrême droite qui fait son miel du désordre ambiant. Oui, et qui peut arriver au pouvoir réellement ? Écoutez, à force de dire qu'elle n'arrivera pas au pouvoir et que Mme Le Pen est comme la quille du bateau, c'est-à-dire une sorte de stabilisateur automatique, et est toujours battue au deuxième tour, mais un jour, ça ne marchera plus. Donc je crois qu'il est temps que nos élites, nos classes dirigeantes s'interrogent sur leurs propres responsabilités. Et plutôt que d'incriminer toujours les populistes, je ne sais pas toujours très bien ce que ça veut dire, mais s'interrogent sur leurs responsabilités, par exemple dans la désindustrialisation de la France depuis 40 ans. Car l'industrie, c'était 20% de notre production. Aujourd'hui, ce n'est plus que 10%. Et tous ces malheureux qu'on voit errer sur nos ronds-points, etc., n'étaient-ce pas autrefois des gens qui auraient dû travailler dans les entreprises, dans les usines, qu'on a laissé fermer et qui ferment tous les jours. Donc il faudrait s'interroger sur les conditions dans lesquelles on peut réindustrialiser notre pays. Oui. C'est un des points, ce n'est pas le seul. Oui, passion de la France. Passion pour la France, mais passion au singulier. Vous dites au fond, la France, elle est une, indivisible, exclusive. Elle mérite une passion. Votre C'est 50 passion. ans de combat. Oui. 50 ans de combat, tout le monde ne peut pas en dire autant, mais qui ont leur unité. Et ce livre, qui peut se lire chronologiquement, peut se lire aussi au fil des pages, parce que je crois qu'il y a une profonde unité entre, je dirais, toutes les interventions que j'ai pu faire et qui constituent une vision du monde pour l'avenir. Oui. Ce n'est pas simplement une bouteille lancée à la mer, ce sont des outils, des concepts, des briques de base pour reconstruire un édifice solide, une France républicaine au XXIe siècle. Oui, quand vous avez adhéré à la SFIO, le jeune homme que vous étiez est le même aujourd'hui, quelque part. La même presque utopie, j'allais dire, le même rêve. L'utopie est toujours nécessaire, simplement le réalisme aussi. Et j'ai appris à conjuguer les deux. L'homme n'est ni ange ni bête, disait Pascal, qui veut faire l'ange fait la bête. Donc je ne cherche pas à faire l'ange,
Je dis que la politique est difficile, mais qu'il y a un chemin. Merci beaucoup Jean-Pierre Chevènement d'avoir été notre invité. Passion de la France, dans la collection Bouquins, fameuse collection publiée donc chez Robert Laffont, 1500 pages absolument exceptionnelles de votre parcours. Merci beaucoup Jean-Pierre Chevènement. Merci.